Donc dans l'épisode précédent, vous étiez parti en direction du domaine des Redmayne pour remonter la piste du passé d'Isora. Vous avez été intercepté sur le chemin par des bandits qui se sont fait arracher la gueule par Lobo, on va le dire. Hein. Est-ce qu'on peut dire qu'ils ont la gueule en lambeaux ? En lobo ? Un lobo ? Ouais. Ah, elle est technique celle-là. Hein ? Et, Comment ça, et donc vous avez continué à pied en direction du village. Vous étiez endormi à la taverne du village, le seul bâtiment qui était, en tout cas qui paraissait habité. Et vous avez rencontré un tavernier qui a l'air complètement fou. Lobo s'était creusé un trou à l'extérieur pour dormir dans la terre. Isora avait dormi sur une espèce de pile de chaises, enfin, en tout cas une rangée de chaises, tandis que Thomas avait bu jusqu'à s'évanouir, presque. Vous allez tous les trois enlever un tiers de votre stress actuel, grâce au repos que vous avez eu cette nuit. Et du coup, on va faire le compte de vos points de stress en ce début d'épisode. Je suis à 2. Ah, putain. Bien. Thomas Mackenzie, 7. Très correct aussi. Isora, 15. Isora un peu plus stressée que ses camarades, mais on va dire qu'elle en a un peu plus sur les épaules aussi, donc c'est pas déconnant. Lobo est le premier à se réveiller donc ce matin. L'air frais le vivifie. Je pousse du bout de ma pelle la porte d'entrée de la taverne pour vérifier que les deux autres vont bien. Comme je n'ai pas entendu de cris, je suis rassuré. Le bruit me réveille, je regarde Lobo, je regarde par la fenêtre, je vois que c'est le matin, je me lève. Le bruit ne me réveille pas, je suis toujours assommé par l'alcool. Est-ce qu'il ronfle à cause de l'alcool ou pas ? Oui, bien sûr. Ouais, je ronfle à cause de l'alcool. Il bave aussi un peu. Je bave un petit peu le long de la table, voilà, ça goûte. Moi, je monte vite fait vérifier que le tavernier s'est pas fait la malle. Tu entends à chaque bruit de pas qui grince sur les marches de bois, tu entends des de peur du tavernier de sa chambre, donc tu te doutes qu'il est réveillé et qu'il t'entend monter. Moi, je fais demi-tour du coup. Bon, vous êtes tous les trois, enfin, en tout cas tous les deux conscients dans cette taverne. Le soleil vient de se lever. La journée est devant vous. Vous avez bien dormi, Lobo ? Je vous propose qu'on aille à l'abbaye et ensuite le cimetière et enfin le manoir. Faut juste réveiller l'autre. Je le pousse hors de la table. Ah, maman, désolé, j'ai dû tomber. Je me relève tant bien que mal. Je crois que je suis encore sous. On vous attend. Vous m'attendez pourquoi prendre le petit déjeuner ? Pour y aller. Allez, prendre le petit déjeuner. Je sors des gâteaux de mon sac. Je pense qu'il en reste encore quelques-uns. Oui, il en reste. Je lui en donne un. J'en donne un à Lobo. J'en mets un dans ma bouche. Et je pousse la porte. Merci, mais c'est pas très varié comme alimentation. Bon, écoutez, Obo, vous avez bien dormi ? Ça va. Oui, ça va bien. À ce que je vois, vous avez l'air en forme. On va dire que dans ce petit village, vous avez fait votre trou. Ah, c'est marrant. C'est vrai. Le soleil s'est levé, mais il est obscurci par les nuages. En regardant au loin, si tu cherches un peu les montagnes, là où devrait trôner le domaine Redmayne, tu vois qu'une brume épaisse. Le chemin qui mène au manoir est de l'autre côté du village, et donc si vous y allez, il va falloir y aller sans réelle visibilité. Il va falloir y aller quoi qu'il arrive. Moi, j'avais poussé la porte dans l'idée de prendre une grande inspiration du matin. En voyant tout cela, je prends une très petite inspiration pour pas mourir. Et puis, je les attends, en tapant un peu du pied. Moi, je continue de manger mon gâteau sec en attendant. Oui, donc je disais, Lobo, quel est le programme de la journée ? On fonce direct au manoir, histoire d'aller rencontrer ce fameux comte, Redmayne. Pourquoi vous voulez faire du tourisme ? Non, il me semblait juste que voilà, c'était l'objectif principal. Justement, c'est pour ça. Moi, j'ai pas vraiment l'envie d'aller faire du tourisme, donc je me dis autant aller directement. Enfin, c'est pas que je veux pas imposer mes décisions. De toute façon, c'est Madame Isora qui décide. Mais c'est peut-être qu'elle vous a fait part de cette décision.
Non, elle m'a fait part de ma décision, de sa décision de vous réveiller. Elle vous a fait part de sa décision, de ma décision... Non, de sa décision de me Ah oui, d'accord. Bon, bah écoutez, on va y aller, hein. Je pense que c'est pour le mieux. C'est pour le mieux. Vous êtes tous les trois au centre de ce village, effectivement. Il est aussi désolé que la veille. Vous voyez un peu plus l'état miteux des bâtiments. Et vous voyez effectivement de l'autre côté du village, un peu plus loin, l'abbaye qui trône, qui est le bâtiment le plus imposant du hameau. Et quel est le programme, Isora ? Passons par l'abbaye d'abord, voir si quelque chose d'intéressant y est. Oui, vous pourriez peut-être aller prier, histoire d'hydrater un petit peu votre âme desséchée, étant donné que vous avez quand même tué bon nombre de personnes hier. Vous voulez dire sauver votre peau ? Ah, mais moi je me suis sauvé tout seul, hein. Pas avec mes muscles, avec ma tête, ma stratégie qui a fonctionné. Mais merci quand même, hein. Je vous en prie. Allons-y. Et j'avance. Et puis, je regarde Lobo. Je vois qu'il avance avec moi. Et puis, on y va. Une petite prière du matin fait toujours du bien. Ouais, au passage, je regarde quand même toujours à droite, à gauche, voir si on a... C'est On vide. me paraît être en sécurité. C'est vide, c'est désolé. Ça a l'air vraiment pas habité du tout, quoi. Mais Vous avancez en direction de l'abbaye, et donc c'est une grande église qui tient encore debout. Sale mais solide, la pierre paraît usée, et la grande porte de bois qui se trouvait à l'entrée est aujourd'hui en morceaux, jonchant le sol. Il y a une petite cour devant l'entrée, d'ailleurs il y a une place juste avant cette course, ça devait être la place principale du village, là où il devait y avoir le marché à l'époque. Mais encore une fois, il n'y a aucun signe de vie, rien qui aurait tenu les années. À gauche, il y a un petit bâtiment comme une annexe à cette abbaye. Vous savez que souvent, c'est là où vivent les religieux, ou alors des fois c'est des sanatoriums, des trucs de traitement pour les gens qui viennent chercher traitement. Et à droite de l'abbaye, donc tout de suite vous avez vu cette espèce de grand cimetière et la route principale qui continuait à travers. Dans la petite cour devant l'entrée de l'abbaye, au sol vous voyez, un peu sous des lambeaux de tissu, un mendiant, qui s'apparenterait à un mendiant, quelqu'un qui attend devant, un peu allongé. Difficile de savoir s'il est vivant ou mort. Vous entendez dans le bruissement de ses vêtements une main rachitique qu'il tend vers vous, comme s'il demandait l'aumône. Attention, un pauvre. Oh putain. Je lui donne un gâteau. Mais lui donnez pas de gâteau, vous avez rien d'autre à manger visiblement. On va finir par crever de faim. Tu mets un gâteau dans sa main ? Oui. C'est comme si le poids du gâteau lui faisait un peu baisser le bras. Comme s'il avait tellement peu de force qu'il n'arrive même pas à soulever ça. Et il ferme la main sur le gâteau et l'effrite en fait en miettes qui tombent. Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Il est en train de détruire notre nourriture. beau gâchis. Obo, attaquez ! Je le regarde en haussant les sourcils. Attaquez le pauvre Obo ! Récupérez le gâteau ! Et bah, je ramasse un peu des miettes, je les époussette et je les récupère dans ma main. Et je les tends à Thomas Mackenzie. C'est dégoûtant, je ne veux pas de ça, merci. Du coup, je le laisse par terre. Je le laisse tomber. Je regarde pas trop ce qui se passe après avoir donné le gâteau, je rentre juste dans l'abbaye. Très bien. Vous la suivez, vous restez devant le moi mendiant ? je reste devant la porte. Genre vraiment, j'avance jusqu'à la porte et après j'arrête. Ok. Je m'arrête pile devant Passe la devant porte. le mendiant, les pauvres, vraiment, ils n'ont vraiment aucune reconnaissance. Quand tu passes devant le mendiant, tu entends comme s'il te sentait. Mais vous faites quoi ? Vous me sentez ? De nous deux, c'est qui pue ici ? Je rentre dans l'abbaye. Puant. Donc à l'intérieur de l'abbaye, à l'entrée, il y a une torche accrochée au mur. La poussière et les toiles d'araignée recouvrent tout ce qui se trouve à l'intérieur. Le Seigneur a abandonné ces lieux. Des étagères contenant encore des livres sont à moitié effondrées. Quelques bougies sont encore là, à moitié consumées. Leur cire a coulé jusqu'au sol. Un sol rempli de débris, mais aussi de quelques crânes en mauvais état. Au fond de la salle, en face de vous, derrière un autel, vous distinguez une statue. C'est la même statue que vous avez vue sur la route. Je m'approche de la statue. Je regarde aussi les livres au passage. Vous avancez vers le fond, du coup, de la pièce. Est-ce que la statue, je la vois de l'entrée ou pas ? Si tu regardes à l'intérieur, tu la vois aussi, ouais. Donc c'est la statue d'une femme encapuchonnée, les bras ouverts et un soleil derrière le dos.
Sous ses pieds se trouve une petite bassine taillée dans la pierre qui contient une eau claire, on dirait une fontaine sacrée, et l'eau paraît étrangement buvable comparée à tout ce qui se trouve dans ce village. Oui, bah justement, moi quand je m'approche, le vin de la veille m'a donné soif, j'ai la pâteuse, et ça m'a donné soif, et donc du coup je décide de boire l'eau. Je prends comme ça l'eau entre mes mains, et puis je l'approche de ma bouche, et je bois l'eau. Pendant que lui il était en train de boire l'eau de la bassine, toi tu regardais un peu la pièce, tu m'as dit. Un truc que tu vois, c'est que dans un coin de la pièce il y a un corps allongé, comme posé contre un mur, et qu'entre ses mains, il tient un épais bouquin. C'est Et une Bible ou je... ça a l'air d'être un livre religieux, un grimoire. Il veut vraiment pas le Il le lâcher. tient quoi. un peu contre lui, alors après tu vois qu'il est très squelettique, voilà, mais il le tient comme s'il l'avait gardé contre lui en mourant, quoi. J'aimerais bien voir ce que c'est comme livre quand même. Tu t'approches du livre, tu t'approches du corps, Je dis désolé, je regarde juste. Et je prends le grimoire. quand tu poses ta main sur le grimoire, soudainement ses yeux s'ouvrent. Dans un grognement, il t'attrape le bras et te mord de toutes ses forces. Tu sens ses dents sales pénétrer ta chair jusqu'à l'os. Ah, déjà. Et puis Tu sens que ça dure pas longtemps. mais vraiment Très rapidement. super. Ok. Ouais, très fort, mais rapidement, la force lâche et il tombe en arrière. Donc, t'as mal, mais surtout, tu vois qu'il t'a mordu Ouais, jusqu'au ouais. sang, quoi, et Oui. et qu'il est retombé en arrière comme s'il avait jamais été vivant. Tu vas me faire un jet de stress avant toute oui. chose. 16. Donc plus Plus 6, six. tu rajoutes 22 Oh points là de stress. là là là. Mais dès que je l'ai entendu crier, j'ai regardé un peu l'abbaye vite fait comme ça. Et puis je suis direct couru à l'intérieur. Pendant que tout ça se passe, toi qui étais en train de boire, Oui. tu sens l'eau couler dans ta gorge. À la fois te rafraîchir et te réchauffer. C'est un sentiment de plaisir. Oh waouh. Tu sens comme si tes blessures se refermaient, que tes douleurs s'effaçaient, que ton stress s'envolait. Tu te sens bien. Tu vas d'ailleurs m'effacer tous tes points de stress. Tu retombes à 0. Et quand peut-être tu es interrompu par le cri d'Isora, tu relèves la tête, tu arrêtes de boire et tu vois par contre que la bassine dans laquelle tu viens de boire cette eau claire et délicieuse est maintenant remplie de sang vieilli rouge et épais. Tu vas me faire un jet de stress. J'étais sûre qu'il y avait un truc. 18 plus 3, je suis à 21. il avait pas. Faites les pires jets, Ouais. je tiens à le dire. Celle-là, ça fait ascenseur émotionnel. Oui. il avait pas besoin de déstresser, mais il a déstressé quand même, mais après il a stressé genre C'est puissance 1000. Ah oui. Ça aurait pu être bien si t'avais beaucoup de stress déjà, Ouais. mais... Ouais. Donc non seulement tu vois Isora qui s'est fait mordre et qui saigne, toi tu comprends que tu viens de boire du sang sale et qu'il y a eu cette espèce d'illusion. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Oh beau, Isora est attaqué et je viens de boire quelque chose de bizarre. Oh beau. De mon côté, je prête pas trop attention à celui qui vient de boire un truc bizarre. Mais prêtez attention, je viens de boire un truc bizarre. Et du coup, j'arrive et qu'est-ce que je vois finalement? Je vois à part Isora qui. Tu vois rien de particulier en dehors de Je vois le corps quand même. L'homme squelettique qui a mordu Isora est mort en fait. Du coup, je chope le bras de. Enfin, tu vois, je sais pas, elle se tient le bras ou un Ouais. truc, Ouais. tu te tiens le bras. Puis tu vois qu'à travers la chemise, Ouais. dans le manteau, il y a quand même une tache rouge qui coule et qui vient... Le sang qui vient couler le long de sa main. Et... Qu'est-ce qui a fait ça? C'est lui. C'est Je lui pensais qu'il était mort. Et là, je vois que le corps est déjà au sol, etc. Et là, je lui mets un chassé. Je commence à le tabasser au sol et tout, et je me jette sur Isora, je la prends dans mes bras, je lui dis c'est bon, Mais- c'est fini, Aïe, c'est aïe, fini, aïe. vous êtes sauvés Isora. Mon bras, C'est lâchez-moi, fini. lâchez-moi. Je le chope par le callback et je le tire en arrière assez sèchement. Je dis, mais arrêtez, vous voyez bien que je l'ai sauvé. Recule, tu recules maintenant. Merci Lobo. Merci, Lobo. Est-ce que vous auriez un peu d'alcool, quelque chose pour mon bras là? Ouais, je sors une fiole d'alcool du coup. J'en fous un peu sur le bras. Merci beaucoup. Je sais qu'elle est précieuse pour vous. Je sors mon couteau, sans demander l'avis, je coupe au niveau le tissu de son manteau, au niveau du coude. Non, passe-moi. Mais donc j'écoute pas trop et j'arrache un peu tout ce qui est la manche de la chemise et du manteau au niveau du coude. Je fais un bandage autour du truc une fois que j'ai désinfecté.
Je vais... Isora, il vous a mordu ? Oui. Et là, je remets des coups dans l'homme au sol, et je lui dis, tu as voulu mordre une femme ? Maintenant, tout ce que tu mords, c'est la poussière. Et là, je regarde Isora, je lui fais un clin d'œil. Oh putain. Moi, je le regarde et j'ai un petit élan de vomi qui monte. Putain. Carrément. C'est normal, ça vous passera, c'est les émotions, je comprends. Je suis moi-même un petit peu stressé par toute cette situation. Vous nous avez emmenés dans un sacré bourbier. Merci beaucoup, Lobo. Je pense que là, c'est bon. Je prends quand même le grimoire et puis je l'ouvre. À l'intérieur, rapidement, tu vois que c'est un grimoire qui contient beaucoup de choses écrites à la main, peut-être par les gens qui ont visité l'abbaye. Beaucoup de prières qui ont Je été... dis, je sais ce que c'est. C'est un livre d'or. Les commentaires ne doivent pas être très reluisants au vu du lieu. Et donc, c'est un certain nombre de prières qui sont inscrites à l'intérieur, qui ont été rendues peu lisibles avec le temps. Je le feuillette, s'il y a un truc qui me... Il y en a une que tu arrives à déchiffrer, au milieu de tout le reste, qui D'accord. saute un peu aux yeux. Mon Dieu, ma déesse, ayez pitié. Apportez votre bénévolence en ces terres maudites. Pardonnez nos transgressions, nos enfants dénaturés. Pardonnez nos patrons pour leurs méfaits. Pardonnez les innocents, les victimes des Redmayne, ces créatures des enfers. Victime des... Qu'est-ce que c'est marqué ? Je referme tout de suite le grimoire et je dis c'est juste des gribouillis, des prières. Laissez-moi consulter, je suis expert en grimoire. C'est juste des prières. Peut-être que ces prières nous donneront des indications sur le lieu. C'est des prières de Bible. Si vous C'est voulez, certainement mais pas une Bible. Je connais très bien la Bible, d'accord ? Je l'ai lu plusieurs fois. Je suis moi-même... je vais à la messe tous les dimanches. Donc, ça alors m'étonnerait que ce soit pas de une Bible, mais Bible. vous savez, d'une autre religion païenne, si vous voulez. Si vous voulez lire les prières de religion païenne. Je sais lire le gaélique, si ça peut vous éclairer. Donnez-moi ce grimoire, je vais regarder. Je lui donne. C'est écrit en anglais. Je prends des pages, je commence à lire à haute voix ce que je trouve. Ouais. Du coup, pendant dès que je lui donne le grimoire, je pars. Fais-moi un jet d'investigation. Donc c'est raté, tu ne tombes pas... En fait, la chance fait que tu ne tombes pas à la même page que cette prière écrite, que Isora a pu lire, donc tu ne vois que des choses simples. Ça m'intéresse, mais sans plus, je me dis, je continuerai à le feuilleter plus tard, mais je le garde parce que ça fait partie de l'histoire et c'est un truc que je pourrais raconter dans mon article, donc je garde le grimoire avec moi. Pendant que lui, il est en train de lire, je rebrousse chemin, je passe devant la statue pour l'observer un petit peu quand même. Est-ce qu'elle m'interpelle ? Il y a rien. Rien de particulier par rapport à celle que tu reconnais, juste que c'est la même statue que ce que tu avais déjà vu en fait. Je vois maintenant que c'est du sang ou je vois... Tu vois bien sûr que dans la bassine c'est du sang épais. Ok, je vois dans la bassine. Je regarde au-dessus de mon épaule pour le voir feuilleter. Et puis je sors. Moi, je me suis agenouillé devant la statue et pareil, j'ai mis mes doigts dans le sang et je renifle mes doigts. C'est du sang qui a une odeur un peu particulière. T'arrives pas à savoir quoi. Tu dirais presque une épice ou quelque chose qui le teinte. Voilà, il paraît pas naturel ce sang. Ok, je mets mon doigt dans ma bouche. Parce que si c'est une épice, ça m'évoque, c'est ce que ça m'évoque et du coup je goûte pour voir. C'est pas un goût que tu connais, même si t'as déjà pu goûter du sang, mais ça t'évoque rien et au contraire ça te fait te poser des questions. Sur qu'est-ce que c'est le sang de quoi ? Là je lève les yeux vers la statue un peu, une dizaine de secondes et puis je suis Isora après. C'est une abbaye païenne du coup. Ce que tu comprends c'est que c'est une abbaye pour cette déesse qui peut-être était importante en ces terres à l'époque. Ok, moi je me dis, j'ai fini de feuilleter, je range le grimoire, je me dirige vers la statue et puis j'entame une prière en tenant la croix qui est autour de mon cou, que je sors de ma chemise. J'entame cette prière. Seigneur, délivre ces lieux du mal païen qui l'habite. Bref, je fais ma prière pour essayer de purifier. Ça me rassure, tu vois, de me sentir connecté à mon Dieu, quoi, en ces lieux maudits.
Tu te sens pas particulièrement connecté à ton dieu, justement. C'est que par rapport à d'habitude, t'as même l'impression que les lieux et ce qui s'y trame bloquent un peu cette connexion et même t'empêchent de toi te sentir bien en priant. Peut-être ça t'inquiète encore plus de te dire que pourtant tu sais que Dieu est partout, mais il est pas là actuellement. Ouais, bah ça m'inquiète vraiment. Ça m'inquiète vraiment, je me sens pas bien et je commence à vraiment en plus en vouloir, tu vois, au lieu, je suis pas bien et tout, donc je crache sur la statue. Et je m'en vais. Je retrouve mes compagnons, je leur dis franchement, vous savez quoi ? Je pense que les lieux sont un peu maudits. Donc, moi je suis professionnel, je reste avec vous, voilà, pour l'instant, mais je vous le dis, honnêtement, faudrait peut-être rentrer à Édimbourg là. Parce que là, je le sens pas très bien. Après ce qui vient de se passer, surtout là, vous avez été attaqué, il y a quand même eu une esclandre qui allait jusqu'à voilà, à la morsure. Je pense que là, il faudrait peut-être arrêter les frais maintenant. Je vous laisse faire ce que vous voulez. Si vous voulez rentrer, cela ne me dérange pas. Lobo, vous m'accompagnez jusqu'à Édimbourg ? Non. Bon, je suis professionnel, donc je reste. Mais c'est vraiment parce que j'ai ma conscience professionnelle. Oh, le pauvre. Vous auriez pu nous prévenir quand même de ce qu'il y avait à l'intérieur. La dame, elle s'est fait mordre quand même par votre faute. Il a pas de réponse. Il reste silencieux, toujours la main tendue vers vous. Enfin, levée vers vous. Ah, sale vilain. Je passe. Bah du coup, je suis Isora, mais pareil, je reste à son niveau. Cette fois-ci, je passerai devant. J'ai déjà un peu merdé une première fois, je m'en veux un peu. Il y a une partie ici que je voudrais bien voir tout de même, avant de passer dans le cimetière, si ça ne vous dérange pas. Et puis j'avance. Visiblement, vous êtes fait mordre, ça ne suffit pas, donc bah allons-y gaiement, j'ai envie de dire. En repassant par la petite cour, vous contournez en fait le mur à gauche de l'abbaye et vous arrivez sur cette petite dépendance. Ça fait un peu comme une espèce de maison qui n'a pas d'étage, une espèce de bloc en fait, de pierre. Il y a un panneau à l'entrée. Vous arrivez à lire sanatorium. Donc c'est bien là qu'étaient traités les gens atteints de maladies. Qui sait quelles atrocités furent commises en ces lieux au nom de l'église? Bah, je passe devant du coup quand même là. Et il y a une porte du coup, j'imagine. Il y a une porte. Vous voulez rentrer dans le sanatorium ? Ça n'a rien à voir avec votre famille, ça n'a rien à voir avec la quête qui nous amène ici. Allons-nous-en, vraiment je le sens mal là. C'est la même question que j'allais poser. Vous voulez rentrer dans le sanatorium ou... Non, je pense pas vouloir rentrer. Judicieuse décision. Allons-y. Bon, allez au cimetière. Faites demi-tour rapidement, vous recontournez à nouveau l'église. Vous arrivez donc derrière l'abbaye. Se trouve un immense cimetière, presque un village dans le village. Il est séparé en chemins et en quartiers. Les tombes y ont poussé comme de la mauvaise herbe. L'entièreté du village et plus encore semble avoir été enterrée ici. Je veux pas rentrer dans le cimetière. On a déjà vu un premier cimetière. J'ai des petites histoires personnelles avec les cimetières. Je ne rentre plus dans les cimetières. Je ne veux pas. Je suis désolé, c'est plus fort que moi. Je ne peux pas. Je comprends. Restez là. On va faire vite. Je regarde... Faites vite, s'il vous plaît. Donc j'aimerais bien voir s'il n'y a pas une sorte de chemin, quelque chose. S'il n'y a pas un nom qui revient. Raidman, peut-être. Tu peux me faire un jet d'investigation, si tu veux. J'investigue aussi de mon côté. Vas-y, fais-moi un jet aussi. Tu vois que le cimetière a l'air d'avoir été vraiment bien construit. Que au loin, il y a des tombes qui ont l'air ornées, qu'il y a même des cryptes plus loin. Et que c'est vraiment quelque chose, peut-être, d'historique et de très important dans ce village. Et tu sais souvent qu'ils sont enterrés avec leurs richesses. Alors, de là où t'es, tu vois rien qui est devant toi, parce que ça reste pour l'instant que des tombes, mais tu vois que plus loin, et il y a vraiment cette espèce d'avenue, cette route principale qui a l'air de traverser le cimetière, comme si c'était une campagne en fait, tu vois, des champs. Et tu vois qu'il y a vraiment une place principale vers laquelle il y a des bâtiments qui se rassemblent, et que là-bas il peut y avoir des richesses. Isora, venez avec moi. Je vous suis. En attendant, moi du coup, je me dis, quitte à être là, je vais peut-être retourner voir le mendiant, je vais aller lui poser quelques questions. Je dis, bon, écoutez, mon cher monsieur, on a commencé, vous et moi, du mauvais pied. Je lui serre la main, je prends sa main, je la serre comme ça. Tu sens qu'elle est faiblarde et t'as presque l'impression que tu manques de lui briser.
Voilà, bon, après tout, vous aviez quand même détruit un de nos seuls gâteaux, mais bon, je vous en tiens pas rigueur. J'aurais quelques petites questions à vous poser. Vous avez toujours vécu ici ? Tu n'as pas de réponse. Il tourne même pas la tête vers toi, tu sens qu'il bouge pas. Il est vraiment capuchonné. Tu vois vraiment que sa main qui sort de cette espèce de linge épais sur lui. Du coup, j'essaie Il prête pas de attention. le pousser un petit peu comme ça, je fais, vous êtes là ? Il y a un espèce de râle quand tu le pousses. T'es genre, Ah wow, ça m'intrigue de ouf. En même temps, j'ai un peu peur. Mais je lui enlève le capuchon juste pour voir à quoi ça. c'est une créature difforme qui est devant toi. Je fais 3 pas en arrière là, je suis... Ce que tu vois, c'est qu'à la place du nez, c'est comme s'il avait un dard de moustique. Oh Et qu'à la place des dents, Dieu. il avait des crocs très tranchants, très triangulaires. Ses yeux sont injectés de sang et vraiment globuleux, comme s'ils allaient sortir de sa tête. Il est complètement chauve. Sa peau est entre le blanc et le gris. Et en fait, tout le long de sa peau, qui paraît un peu plus épaisse, c'est comme s'il y avait plein de petits poils qui le recouvraient. Ah bah là, de toute façon, littéralement, je prends peur de ouf. Avant ça, tu vas me faire un jet de stress. Du coup, là, je suis à 30. Total de stress, 30. Ok. Donc, ça va pas. Donc là, j'ai très peur. Et donc, du coup, je prends mes jambes à mon cou et je cours rejoindre Isora et Lobo. J'aime pas trop les cimetières, même pas du tout, mais là, je veux plus être seul. Tout ce que tu viens de faire, c'est aller assez rapidement, finalement. Bien Donc, sûr. tu arrives à les rejoindre. Je pense que tu cours vite vers eux. Oui. Ah, au secours, au secours, au secours. J'attrape Isora par la main et je fais demi-tour vite en le tirant vers le bruit. Il faut que je vous explique, je suis retourné voir le mendiant, je me suis dit que j'allais l'interviewer pour en savoir un petit peu plus sur ce qui se passe ici. Et donc là, je commence à leur décrire vraiment ce que j'ai vu. Je lui ai enlevé son capuchon et il s'est passé. Et voilà exactement ce que j'ai vu. Il avait à la place du nez un dard, on aurait dit une créature monstrueuse. Il avait des poils partout, il avait des crocs, des yeux qui injectaient de sang. C'était un monstre, un vrai monstre. Ok, là je lui. Un dard ? Qu'est-ce qu'il raconte ? Je lui chope la mâchoire, un peu, je lui ouvre la bouche, et je lui fais ah comme ça. Mais pourquoi ? Est-ce qu'il sent encore l'alcool ? Non. Il sent plus trop l'alcool. Alors, tu sens que c'est juste l'alcool de la veille, quoi. Mais tu vois que dans son regard, dans sa manière de parler, non, c'est pas l'alcool qui parle. Ah. On va aller voir. Vous voulez retourner voir ? Ah non, mais on va pas retourner. Enfin, si vous voulez vérifier, vous y allez, mais alors moi je reste derrière parce que je vous jure, c'est vraiment terrifiant. Je pense que je vais juste le croire et vaut mieux qu'on avance. Vous voulez avancer ? Après ce que je viens de voir, mais vous êtes fous ! On va rentrer à Édimbourg, mais vous êtes malade ! Vous voulez vraiment rester là en fait, après ce qui vient de se passer, vous êtes fait mordre. L'autre con, là, il s'est enterré. Un con dans la terre après avoir tué une 15aine de personnes. Là, je viens de tomber sur littéralement un monstre et vous voulez continuer. J'en ai marre, voilà. J'en ai marre de vous. Je vous adore, hein. Mais j'en ai marre. Tu me traites plus jamais de con. Lobo, entre vous et moi, je me suis peut-être un peu emporté. Je suis désolé. Vous allez voir le monstre, ensuite vous verrez si vous allez pas être dans un état de panique comme moi. Non mais ça arrive, des difformités de naissance. Non, c'était pas des difformités. Là, on avait affaire à un monstre. Voilà. Oui, c'est des difformités de naissance. C'est des choses qui arrivent. Il avait pas une verrue sur la joue. C'était un démon. C'était démoniaque. Voilà, tout simplement. D'accord, mais bien, je vous laisse prier. Je vais aller voir les tombes que je voulais voir tout à l'heure. Complètement fou. Ils sont fous. Vous avancez dans le cimetière. Il y a quelques chemins qui semblent partir dans tous les sens, montant et descendant, suivant la forme de la colline sur laquelle il a été construit. Le vent fait grincer un portail derrière vous. Les nombreuses tombes se transforment petit à petit en cryptes, alors que l'on s'approche du centre. On dirait que leurs portes, leurs grilles ont été fermement scellées par d'épaisses chaînes et de gros verrous d'acier. À la fin, ce sont de véritables maisons de pierre qui ont été construites pour enfermer les morts. Tout cela au milieu d'arbres sans feuilles, à l'apparence torturée, comme tordus par le temps. La mousse et le lierre séché recouvrent une partie des structures encore debout. Vous avancez vers le centre du cimetière, et vous remarquez qu'une énorme bosse déforme le sol. Une fosse immense a dû être creusée et rebouchée la va-vite, car la terre paraît bien plus meuble. Peut-être une tragédie aurait touché le village à un moment. Un grand nombre de corps ont dû être entassés ici, jetés, puis oubliés sans vergogne dans ce trou, comme on se débarrasse d'un mouchoir. En plein milieu du cimetière, autour de ce qui aurait pu être creusé,
Vous voyez que vous êtes sur une espèce de place centrale, recouverte de grandes cryptes. Des cryptes qui ont été ornées, gravées. L'une d'entre elles est ouverte. Le texte écrit donc au-dessus de cette crypte, c'est une phrase très simple, très courte. Le monde de l'éveil. La mort, c'est le monde de l'éveil. C'est ce que ça veut dire. Bon, allez, on va voir à l'intérieur. Vous venez avec moi. Non. Je le suis. Je vais rester là et je vais prier. Voilà. Je rentre pas. Je peux pas tout rentrer dans... voilà, j'ai des histoires avec des cryptes. Si on a le temps, je vous raconterai peut-être un jour, mais là, Je m'en fous. Bah, vas-y. J'ai une main sur ma croix et une main sur mon couteau parce que vraiment là, je suis pas bien. Je suis voilà. Tu restes donc seul au milieu de cette place, dans cette ambiance grisâtre. Il n'y a pas de bruit, seulement le vent. Il y a beaucoup de nature autour de vous, mais elle n'est pas du tout vivante. Et quand ils partent dans le crypte, tu te sens un peu seul au milieu de cet immense cimetière. Vous descendez un peu, puis au bout d'un moment, ça descend pas très profondément sous terre, c'est juste un long couloir qui a été creusé. Donc les parois sont recouvertes de dalles, derrière lesquelles ont été oubliés quelques corps. Donc c'est un immense caveau qui continue en ligne droite un long moment. Bah moi je continue à se jeter pour de la thune, ce que tu veux qui a de la valeur. Quoi. Vous entendez provenir du fond du caveau en face un bruit de succion, doux et régulier, Ok. dans le noir. Je m'arrête net. Je pense que j'ai ma main pas loin de Lobo et j'essaye plus ou moins de lui attraper le bras ou quoi et de lui faire un signe très discret. Et mon corps entier est en train de reculer sans vraiment que j'en ai conscience, où j'ai vraiment envie de reculer et de me dire ok, il faut partir. Je suis un peu face à elle et je place ma main droite sur son épaule droite, donc en face comme ça, croisée. Et je la pousse légèrement vers la sortie avec mon autre main, la torche qui est tenue très haute, en regardant autour de moi. Vous faites demi-tour en faisant attention à ce qu'il y avait devant vous, ce qui est maintenant derrière vous. Et vous entendez d'abord le bruit d'un reniflement, comme si vous étiez senti. Puis le bruit de quelque chose qui chute, comme si un corps tombait au sol. Et ensuite c'est des chaînes qui vibrent. Le bruit de chaîne comme si quelque chose d'accroché se débattait. Et puis d'un coup c'est un cri strident qui se répercute dans tout le caveau. Même toi à l'extérieur tu entends ce cri venir de l'intérieur. C'est une vibration. Même dans le cimetière, tu sens que ce cri se répercute. C'est un cri qui ressemble, qui est humanoïde, mais qui est bien plus puissant que ce qu'un humain pourrait produire, mais c'est un cri de femme. Bah, je pousse Isora en disant « Cours !» Je cours, très très vite. T'entends toujours les chaînes qui vibrent, que la chose qui est attachée se débat, et d'un coup, elle cède. Yes. Et puis un mouvement. T'entends la respiration qui fonce vers toi, des pas très très rapides au sol, qui te foncent dessus, et d'un coup, à la lumière de ta torche rentrée dans ton champ de vision, tu as juste le temps de voir la figure d'une femme déformée, avec ce dard à la place du nez, ses dents acérées, ses yeux globuleux. Elle a du sang qui coule le long de son corps, elle a des vêtements déchirés, et elle se jette sur toi de toutes ses forces en hurlant. Tu vas me faire un jet de dextérité pour voir si tu as le temps de réagir. Tes réflexes parlent. Tu la vois sauter de manière surnaturelle, foncer sur toi, fondre sur toi, les crocs en avant, les mains en avant, comme elle a des longs ongles, des longues griffes. Et tu sens que tu es sa proie. Je lâche ma torche au sol, parce que du coup je sais qu'elle ne devrait pas s'éteindre en principe. Et j'en profite pour choper ma pelle à deux mains et je vise la tête, quoi. T'essayes de mettre un coup pour l'intercepter Vraiment pendant qu'elle est dans les airs. Un swing de batte pour choper la tête, quoi. Très bien. Tu portes un coup rapide à cette femme, cette créature. Tu sens que ça tranche, mais ça touche pas sa tête. Ça la projette, ça l'interrompt dans sa course et elle va tomber quelques mètres plus loin, entre toi et Isora qui est en train de courir, elle, de foncer. T'as le temps de la regarder un peu plus maintenant qu'elle est au sol. Elle semble avoir été habillée de vêtements anciens et luxueux, rouge, noir et blanc,
avant qu'il ne tombe en lambeaux, usé par les années mais aussi coupé au couteau ou arraché par des coups de fouet. Mais, à part le coup que tu viens de lui porter, elle a aucun signe de blessure sur elle. Sa peau est sale mais semble encore jeune, même si ses muscles sont quasi inexistants en dessous, elle est vraiment rachitique. Et tu dis qu'elle a dû avoir été enchaînée là plusieurs années, quand même, mais qu'elle n'a pas forcément vieilli. Et que donc sous ses grands yeux globuleux, son nez difforme cache des mandibules d'insectes et des dents acérées, et tout crie famine chez cette créature. Elle essaye de se relever, mais le coup que tu lui as porté a été vraiment violent. Tu vois qu'elle n'a pas la force, elle est en train de se relever, mais ça lui prend du temps. Elle a du mal, elle souffre. Tu peux faire quelque chose. Eh bah ma vilaine, je te mettrai pas dans mon lit, toi. Je la renverse en lui mettant un coup de pied dans le flanc, quoi. Tu lui mets un coup de pied, elle tombe sur le côté, elle peut pas réagir à ça. Ok, après, donc je mets un peu le pied sur la poitrine et je viens lui mettre la lame de la pelle sur la gorge. T'as quelque chose à dire un petit peu là, ou tu vas juste crier? Tu mets la pelle sous sa gorge, tu lui dis ça et elle vient mettre ses mains rachitiques, ses longs doigts. Tu sens que ça vient griffer le métal de la pelle et qu'elle est en train d'essayer de la soulever. Peut-être pendant le cri, je me retourne quand même. T'as du mal à distinguer, tu vois juste qu'il est au-dessus de quelqu'un. Tu vois cette créature vraiment de loin, tu remarques même pas forcément que c'est une créature, toi. Mais je vois que lui, il est au-dessus. Oui. Ok, c'est bon alors. Bah je m'arrête. Ah, douce mélodie que tu me chantes là, c'est bien ce que je pensais. Et là, on retire la pelle et direct un autre slam, comme si je faisais du golf avec sa tronche, quoi. Et là, tu mets un énorme coup de pelle, sa tête, tu sens son cou, ses os qui se brisent et qui s'arrachent. Et sa tête va voler sur quelques mètres, rebondir sur la pierre. Elle bouge plus. Elle bouge plus. Lobo, tout va bien? Ouais, vaut mieux faire demi-tour. Toi, à l'extérieur, t'as entendu tout ce bruit-là, mais t'as remarqué quelque chose que eux n'ont pas pu remarquer. Le premier cri, déjà, s'était répercuté à travers tout le cimetière. Et depuis qu'il y a eu ce deuxième cri, les grilles des cryptes qui étaient fermées commencent à être secouées de l'intérieur. T'entends des grattements contre le métal, qu'il y a des choses, ces monstres en fait, qui essayent de sortir, comme si elle avait appelé, réveillé quelque chose dans le cimetière. Et tu sens autour de toi cette présence. Oui, bah du coup je flippe, parce que comme vous le savez, j'ai déjà eu des expériences malencontreuses dans des cimetières où il y avait des cryptes. Et donc du coup là vraiment, juste je me mets à courir en direction du manoir. Vous allez tous les trois me faire un jet de stress. Et c'est un 16 pour Isora. Je suis à 44. Au total, 44. Isora, t'es à combien total? Bah 44 plus 15. C'est un 10. C'est un jour comme un autre. Je suis à 12, moi, maintenant. Mais attends, mais comment ça? Je suis à 59. Le mec insensible. Vraiment. Vous deux, vous remontez de cette crypte, vous arrivez à l'extérieur, vous voyez que Thomas n'est pas là. Vous voyez que les cryptes autour sont secouées, que les grilles bougent, que le métal est remué, qu'il y a des choses qui essayent de sortir. Vous entendez même du bruit arriver de plus loin, comme s'il y a des choses qui fonçaient sur vous et qui viendraient d'ailleurs du cimetière. Merde. Ça, en fait, vous êtes sur une petite place centrale. C'est assez facile de prendre la route qui va vers le manoir. Cours vers le manoir, alors. Enfin, Oui, plus de questions, on est... Merde. Vous allez tous les deux me faire un jet d'athlétisme. Donc vous courez tous les deux. Et vous entendez le bruit de deux de ces créatures qui s'approchent de vous doucement. Vous vous êtes rattrapés. j'ai le temps d'agir. En regardant en arrière, tu vois que effectivement, il y a une de ces créatures humanoïdes, rachitiques, pas très grande, moins impressionnante que la femme qui était dans la crypte, mais qui est vraiment pas très loin de vous, à une dizaine de mètres. Et à une dizaine de mètres derrière cette créature, il y en a une autre. Et t'as l'impression qu'il y en a peut-être encore d'autres derrière qui sont en train d'arriver. On voit qu'elle nous Ces deux-là sont en train de vous rattraper. Okay. Mais quelle horreur. Allez, cours! Oui. Et je la rebalance devant, limite je la pousse, enfin je tire sur sa manche pour la faire aller vers l'avant et je me retourne vers la première. Les deux te foncent dessus, de manière très agressive. Coup de pelle vers la tronche de la première. Tu vas pour mettre un coup de pelle, mais la créature va plus vite que ce à quoi tu t'attendais. Elle se jette sur toi,
et te projette au sol avec la vitesse avec laquelle elle fonçait sur toi. Tu perds ta pelle de tes mains, elle tombe au sol, à quelques mètres plus loin. Et la créature enfonce ses crocs dans ton cou. Je fonce sur la pelle et puis j'essaye enfin, je donne un coup sur la tête du monstre pour le dégager de... La pelle est pas très lourde, et pourtant elle est solide. T'arrives à la porter assez facilement, et dans l'action, dans le mouvement, c'est assez naturel, la créature ne bouge pas. Tu sens que Lobo est un peu paralysé à cause de ça, mais donc c'est assez facile pour toi de lui porter un coup. Tu sais, je cours et je tape comme ça, j'en sais rien, c'est vraiment genre en mode... Tu viens cogner de toutes tes forces la créature au milieu de son visage avec la pelle. Tu sens la pelle s'enfoncer dans son crâne et la trancher. Lobo, tu sens que la créature te lâche à ce moment-là, que sa tête explose en fait à côté de toi, t'es recouvert de sang. Et l'autre créature est en train de foncer vers vous. Si j'ai le temps, j'essaie de me relever et je... T'es fébrile. C'est difficile pour toi de te relever. T'es en train de te relever, mais t'as pas le temps de le faire avant que l'autre te fonce dessus. Tu peux réagir. Tu vois la créature qui fonce sur toi. Sur moi ? Actuellement. Parce que Ok. c'est toi la menace. Bah oui. Et donc tu Oui. vois qu'elle te fonce dessus, t'as la pelle dans les mains, tu peux réagir avant qu'elle ait son action. Ouais, bah je vais essayer de la frapper. Je vais profiter de son mouvement pour l'empailler un peu au niveau de la nuque ou un truc du genre. Parce que je sais que je suis pas la plus forte, mais avec le mouvement et tout... Elle court sur toi, des fois elle met un peu ses mains au sol, c'est très animal la manière de foncer sur vous. Et elle se jette en avant, les mains en avant, les crocs en avant. Et toi, en faisant un espèce de pas de côté, tu parviens à l'esquiver et lui porter un coup dans les airs. Ça la tranche avec la vitesse, elle se prend la pelle et ça fait que sa course vient se terminer quelques mètres plus loin où elle s'explose au sol. Et qu'avec la vitesse, en fait, ça l'a peut-être même tué sur le coup. Et Lobo est en train de se relever à ce moment-là, et vous entendez que d'autres créatures du même genre arrivent de plus loin. Lobo, ça va ? Ouais, Votre pelle. je la prends vraiment de manière agressive. Je dis, merci petit oiseau. Puis après je la chope et limite j'attends pas qu'elle réagisse et Ouais. on court. Prenez la Ok. Pendant ce temps-là, Thomas Mackenzie, toi t'étais parti en courant, et tu vas me faire un jet d'athlétisme aussi. La panique t'a fait réagir rapidement, courir très vite. Tu arrives assez rapidement à l'extrémité du cimetière, et tu vois qu'il donne assez vite sur le chemin en direction du manoir. C'est un chemin qui part en direction des montagnes en traversant à nouveau la forêt. Je veux me barrer le plus loin possible de ce cimetière et je me dirige du coup vers le manoir le plus vite possible. Tu fonces sur ce chemin forestier. Il est oppressant car les ronces qui recouvrent le sol sont nombreuses et les branches s'accrochent à toi par moments comme des bras squelettiques, mais elles cèdent rapidement parce que le bois est mort et sec. Vous, pendant ce temps-là, vous courez. Vous foncez, bien que vous entendiez toujours du bruit lointain derrière vous, vous avez l'impression de prendre un peu de la distance avec les créatures qui vous poursuivent. Et vous arrivez, vous aussi, au bout d'un moment, au bout de quelques minutes, mais assez vite, à sortir du cimetière. Et pareil, vous voyez ce chemin qui va en direction de la forêt. Et bah moi je cours toujours en agrippant les auras par la manche. Au bout d'un moment, sur ce chemin, les bruits derrière vous s'estompent. Ça se calme. Vous n'entendez plus que le vent au travers des arbres et votre respiration, vos pas. Vous commencez à sentir la fatigue. Et toi, mine de rien, tu saignes pas mal au niveau du cou, là où tu t'es fait mordre. Ouais, j'ai un peu la tête qui tourne là quand même. Ça va pas du tout là. Faut... Je vais faire une Geoffrey. On peut cautériser ? Je vais cautériser. Oui, c'est ce que j'allais dire. Faut cautériser là. Vous avez votre fiole ? Ah, je bois une rasade. J'arrose un peu, mais je pense que là, il y en a plus quoi. Tu vides ta flasque entre ta gorge et ton épaule. Ça pique. Bon, j'allume un feu, je prends mon couteau, je chauffe la lame. Ok, ça va piquer. Moi je chope une branche pour mordre dedans. C'est bon ? J'y vais ? Allez. Ok. Tu tiens bon. Ce temps qui a été pris pour ça, Thomas l'a passé à courir au milieu de la forêt. Mais courir jusqu'à ce que la fatigue le rattrape et qu'il ne parvienne plus à courir. Tes mollets te font mal, tes cuisses aussi. T'es vraiment à bout de souffle, tu sens ton cœur qui bat très très fort, t'as le sang qui tape dans tes tempes. Et au moment où tu commences à t'arrêter, à reprendre ton souffle, à te mettre à marcher,
à te calmer un petit peu peut-être, enfin essayer de te calmer. Tout ton corps est en éveil, tu respires beaucoup. Tu prends conscience que t'es tout seul au milieu d'une forêt terrorisante. Et puis par moments, t'entends un rire lointain. Peut-être que c'est quelqu'un qui t'observe, ou peut-être que c'est la folie qui te guette. Tu sais pas si c'est quelque chose que tu entends vraiment ou si tu l'imagines. Tu marches, tu cours, t'as l'impression de continuer en rond. Le paysage ne change pas. Le temps paraît dilué, lent, et la fatigue t'alourdit. Comme si presque plusieurs jours s'étaient passés depuis que t'es sorti du village. Tu perds un peu toutes ces notions-là. Tu vas me faire un jet de stress. Je suis à 54 en tout de stress. Tu prends le temps de te calmer, tu te remets à respirer un peu mieux. Ton cœur se remet à un rythme plus normal, plus naturel. Tu restes effrayé par ce qu'il y a autour de toi, le fait que tu sois seul aussi. Et t'arrives à une fourche dans la route. Donc elle se sépare en deux. À gauche, la route paraît sortir de la forêt à quelques centaines de mètres de distance. Et à droite, le chemin continue au milieu des branchages et semble monter en direction des montagnes. Au sol, tu remarques que, sous les racines, tu peux apercevoir quelques pavés, usés et tordus, comme si la terre elle-même avait remué. Mais une chose est sûre, c'est l'ancienne route en direction du manoir. Du coup, je suis la route en direction du manoir. Voilà, en essayant de me calmer, de me raisonner, essayant de me dire, je suis pas fou, je reprends mes esprits, je vais juste essayer de... En fait, j'ai qu'une idée en tête, c'est je veux me réfugier dans un endroit qui me rassure. Ça, c'est peut-être pas rationnel, mais en fait, rien n'est rationnel dans ce que je viens de vivre là, donc du coup, je veux juste arriver à me planquer quelque part, je veux sortir de cette forêt et me planquer quelque part. Donc je suis le chemin pavé. Pendant ce temps-là, vous deux, Dès que c'est bon, côté Irisé, dès qu'il a pu reprendre son souffle et qu'il se sent de repartir, on repart. d'un côté, tous les trois, individuellement, vous sentez la soif qui vous guette. La faim aussi. Vous avez quand même peu mangé. Après, nous on avance, enfin, le Oui. but... On a soif, mais on avance quoi. Tous les deux, vous arrivez aussi à cette fourche dans la route à un moment. Petit oiseau, je suis pas fou. Non. Ils avaient bien des têtes Oui. d'animaux. Oui, on a vu la même chose. C'est quoi ce bordel? J'en sais rien. Ah ouais, t'en sais rien? C'est toi qui nous as emmenés ici quand même, hein? Non, vraiment, j'en sais rien. Je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas ce qui se passe ici. Ouais, je la regarde dans les yeux et j'essaie de sonder si je pense qu'elle me raconte des histoires ou pas et... Allez, on avance. C'est Thomas qui est le plus loin sur ce chemin, sans avoir conscience que vous êtes quelques centaines de mètres derrière peut-être. La végétation forestière devient un peu plus épaisse, mais le chemin s'élargit. Et surtout, la nuit tombe. Vous passez beaucoup de temps à marcher dans cette forêt. Les arbres se font de moins en moins nombreux. Et tu sors enfin de la forêt, ça montait. Tu vois pas au loin, à cause de la brume, qui enveloppe toujours les montagnes, mais tu vois suffisamment de près pour distinguer un muret de pierre face à toi, recouvert de lierre séchée. Tu fais face à l'une des entrées, la première entrée du domaine, l'entrée des jardins. Ça fait une longue avenue, un long chemin qui continue. Donc des statues se trouvent régulièrement le long de ce large chemin, et ça mène à un portail de fer rouillé. Les statues sont sinistres et gothiques, représentant des espèces de gargouilles ou d'humanoïdes difformes. Et la morte végétation les a recouvertes de ces branches torturées. C'est pas bien plus rassurant. En temps normal, je me serais peut-être attardé sur l'art visuel des statues et des gargouilles et tout ça. C'est quelque chose qui aurait pu m'intéresser. Mais vu qu'on n'est pas en temps normal, je vais juste continuer à avancer jusqu'à trouver un endroit où me réfugier. C'est vraiment ma seule obsession à ce moment-là. T'avances et tu sens sous tes pieds que malgré la végétation sèche, la terre paraît humide, marécageuse presque. Tu patauges bientôt dans une boue épaisse. Alors tu remarques ce qui irrigue. Une rivière de sang coule au milieu du chemin. Tu remontes le long du courant, pataugeant dans cette masse qui se mêle à la terre pour en arriver à sa source. Une petite place au bout du chemin, avec en son centre un grand bassin, une fontaine, de laquelle coule ce flot continu. Au centre de la fontaine, il y a la statue d'un chevalier,
sur un piédestal. C'est un ornement macabre, car il est représenté recroquevillé, à 4 pattes, très animal, et percé de lances qui lui perforent le buste. Et dans son bras droit, il tient une grande épée de bourreau, qui est elle-même à moitié enfoncée dans sa gorge, comme s'il était en train de se décapiter. De ses multiples blessures, coulent lentement des traînées de sang, dégoulinant le long de sa lame, pour aller remplir le bassin, sans jamais s'arrêter. Je ne suis toujours pas rassuré, toujours envie de me planquer voilà, quelque part. Et donc du coup, franchement, je m'attarde pas. Je prends acte. Mais je m'attarde pas du tout. Tu entends, quand tu passes, dans ton dos, un craquement. Je mets ma main sur mon couteau, je sors mon couteau, je me retourne. À première vue, il n'y a rien sur le chemin autour de toi qui saute aux yeux. Et d'un coup, tu vois ce qui bouge. Le chevalier, la statue semble se tordre de douleur. Et d'un coup sec, il finit le mouvement qu'il avait entamé, enfonçant la lame encore plus loin dans son cou et se tranchant la tête pour de bon. Son casque de pierre tombe dans le bassin dans un bruit sourd et éclabousse les alentours de jets de sang. Et tu fais un jet de stress. 73. Mais je suis méga stressé, donc je me remets à courir. Hein. Franchement, voilà, le plus loin possible. T'arrives assez rapidement face à un portail qui ressemble vachement au portail que vous avez vu pour arriver au village. Ouais, mais je m'en fous, donc je pousse le portail et je continue. Tu essayes d'ouvrir, la porte ne s'ouvre pas, elle se dégonde et tombe dans un grand fracas, se brisant en plusieurs morceaux qui s'effritent en poussière. Et tu continues. Le paysage change, tu es un peu au milieu de la brume, tu marches, la terre est comme s'il y avait des coulées dans la terre, comme s'il y avait des racines de terre immenses. Tu marches au milieu de ça, et je vais revenir aux autres avant de revenir à toi. Et ben on continue, j'imagine, on arrive au niveau des gargouilles, c'est ça? Vous avancez sur ce chemin au milieu des gargouilles, mais pareil, vous pataugez dans cette boue. Vous entendez par contre au loin des mouvements dans l'eau. Bon, c'est tout ce que c'est, voilà. Et bon, bref. Vous voyez au loin cette fontaine. Et plus vous en approchez, et plus vous voyez que la statue qui est dessus est en mouvement, et elle a une main plongée dans le bassin, et elle remue, et elle éclabousse de sang partout en remuant à l'intérieur. Vous voyez que c'est un chevalier décapité, et qui cherche quelque chose à l'intérieur de ce bassin. J'essaie de faire le tour en prenant Isora par la manche, et en allant doucement, en essayant de ne pas faire de bruit ou quoi que ce soit. Je retiens mon souffle. Puis j'essaie de faire le tour pour continuer à avancer. Mais vous arrivez donc assez rapidement devant ce portail de fer qui est effondré. Est-ce qu'au-dessus, il y a toujours le blason? Non seulement il y a le blason, mais il y a aussi ce texte qui se répète à nouveau. Tu lis encore « Le monde de l'éveil ». Ben on continue. On y va. On voit par terre qu'il y a... Parce que vu que c'est boueux, on voit les pas d'El Mocio. Faites-moi un jet de perception. Pendant tout ce chemin, effectivement, Lobo, toi, tu as vu assez rapidement que dans le sol, il y a des traces de pas devant vous et que du coup, vous êtes sûrement sur les traces de Thomas Mackenzie. Ça me paraissait naturel et en même temps, je m'en battais un peu les steaks, quoi. Enfin, il faut le protéger aussi, mais là, malheureusement, il s'est barré alors que j'essaie de protéger l'autre. Et donc on continue d'avancer. Je rappelle qu'il fait nuit. Vous êtes tous fatigués. Ah, okay. Et vous êtes sur le chemin de Thomas. Vous passez par le même chemin que lui. Thomas, le chemin ne monte plus. Tu fais face au domaine. Ce bâtiment de 3 étages n'est pas si grand finalement. On dirait un petit immeuble anglais. Ou une grande maison avec un grenier, comme s'il n'avait rien à faire ici. Il trône au milieu d'une épaisse brume, isolé au milieu d'une mer de nuages, et le terrain menant jusqu'au manoir est complètement biscornu, comme si la terre elle-même s'était changée en racines et s'était déplacée, formant d'épais boyaux, aujourd'hui solidifiés. À ce moment-là, t'as la tête qui tourne. Tu sens qu'il y a quelque chose, ton sang qui bat à tes tempes, comme si tu perdais un peu l'équilibre. Et qu'il y a quelque chose en toi qui... comme une chute de tension ou quelque chose qui vient te saper, te pomper tes forces. Et tu vas me faire un jet de constitution. C'est un jet raté. Tu t'évanouis sur le coup, en amont de ce manoir. Tu tombes au sol dans cette brume. Et c'est là-dessus qu'on va conclure ce 2e épisode.
Et merci à toi d'avoir écouté cet épisode. On espère vraiment que ça t'a plu, que ça vous a plu. Et on se retrouve dès dimanche prochain pour découvrir la suite.